Salut, c'est Maë de SES Tibet. Nous continuons aujourd'hui notre été avec Pergaud. Si vous voulez retrouver une présentation de Louis Pergaud, rendez-vous ici pour le premier épisode de cette mini-série. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un texte de Louis Pergaud intitulé « La modification des habitudes séculaires ». Et vous, un animal a-t-il changé vos habitudes? Dites-le nous en commentaire et bel été à vous. Voici, selon le vers de ce charmant La Fontaine, qui, comme vous et moi, se gourait bien lui aussi de temps en temps, les temps enfin revenus, que tout aime et que tout pullule dans le monde. Confiant dans les enseignements du bonhomme, dont les fables faisaient alors mes plus chères délices, lorsque j'étais simple soldat dans l'armée de mon ami Lebrac, lequel, au cours de la grande guerre des boutons, conduisit régulièrement ses troupes à la victoire, lorsque, dis-je, j'étais encore enfant, j'ai cherché, pendant toute une saison, des nids d'alouettes dans les blés en herbe. Le plus clair résultat de cette campagne synégétique, comme dirait mon vieil ami Théodule Girard, ancien maire d'Ouvent et fervent républicain s'il en fut, a été d'attirer sur ma tête les malédictions des cultivateurs, à mes trousses la personnalité du garde champêtre bédouin, et, dans le bas de mon dos, quelques coups de savate bien appliqués, lesquels devaient, dans la pensée de mes auteurs, me corriger radicalement de ces habitudes vagabondes. N'en déplaise à La Fontaine, je n'ai jamais trouvé dans les blés en herbe un seul nid d'alouette, mais je ne lui en ai pourtant pas gardé rancune, bien que cette constatation négative m'ait longtemps induit à conclure que ce poète n'était qu'un agréable fumiste. Depuis, je suis revenu à une plus équitable notion des choses, et de nombreux exemples de modifications d'habitude m'ont autorisé à supposer que le bonhomme avait peut-être vu juste. Il se peut fort bien, en effet, que les alouettes de l'Île-de-France, au temps de La Fontaine, aient nidifié dans les blés, alors que les alouettes comtoises, contemporaines de ma jeunesse, préféraient bâtir, pondre, couver et faire éclore, sur le sol sec et rocailleux des terrains communaux où croît une herbe rare. Mais si la caille et la perdrix, dont la taille est plus forte que celle de l'alouette, apprécient comme domicile les fourrés herbus des moissons futures ou les taillis ténébreux des épaisses luzernes, l'alouette, oiseau de plein air, préfère, derrière l'abri d'une motte ou d'un caillou grisâtre, le plafond du ciel et les horizons vastes. Il se peut aussi, d'ailleurs, que notre fabuliste se soit fichu dedans, en voyant, après leur ascension éperdue, les chanteuses redescendre du ciel pour prendre pied dans les blés. Il en aurait conclu trop vite qu'elles se posaient près de leur nid. Pardonnable erreur, mais erreur tout de même, car s'il est des étrangers en vue, hommes ou bêtes dangereux, l'alouette, pas plus que les autres oiseaux, ne reviendra du premier vol à son nid, qu'elle désignerait ainsi et stupidement à l'attaque des ennemis. Quoi qu'il en soit, exact ou non, l'affirmation de La Fontaine tendrait tout au moins à établir qu'une observation si sincère et si précise qu'elle puisse être, ne peut suffire pour constituer la règle, et, par ailleurs, qu'il ne peut y avoir de règle fixe. Si nos remarques pouvaient porter sur plusieurs siècles, que de choses ne verrions-nous pas se modifier parmi celles qui paraissent le plus solidement établies, et même dans ces domaines que l'on a prétendu immuables. Sans quitter l'alouette, j'avais toujours entendu dire, et Michelet lui-même l'a répété, que cet oiseau ne se perchait jamais sur les arbres. Il est vrai que la disposition de ses ongles lui rend difficile cette posture, et pourtant, depuis quelques années, il m'est donné, tous les automnes, de voir des alouettes se percher sur les branches des buissons avoisinant leurs anciens nids. Remarquez qu'il ne s'agit point ici de la petite alouette des bois, mais de la vraie alouette des champs, l'amoureuse de l'azur, la bonne grosse fille à la robe grise, qui, maintenant, monte si haut vers le ciel en poussant à perte de voix et de vue sa chanson joyeuse. Pourquoi agit-elle ainsi? Quelle force, obscure encore pour nous, quels enseignements mystérieux, quel exemple déterminant l'a incité, peu à peu, à modifier ainsi sa vie, à prendre cette habitude nouvelle? Je l'ignore encore, mais il est certain qu'il doit y avoir à cela des raisons bien définies et majeures, car l'animal sauvage, quadrupède ou bipède, ne prend jamais de décision à la légère.
Un phénomène, analogue à celui que l'on constate au sujet de l'alouette, nous est offert par l'hirondelle. C'est absolument la même chose, sauf, comme l'eût expliqué mon ancien caporal, que c'est tout le contraire. Il était fort rare, en effet, de voir des hirondelles se poser à terre, et, quand, par suite d'un accident quelconque, l'une d'elles se trouvait dans cette position fâcheuse, elle éprouvait une difficulté extrême à reprendre son vol. Or, ces dernières années, et tous les jours, j'ai vu des hirondelles volontairement se poser à terre et s'enlever ensuite avec une facilité et une légèreté que je n'eusse pas soupçonné de la part d'oiseaux munis de pattes si faibles. Il est certain que chez elles aussi, ce n'est pas l'attrait d'un frisson nouveau ni le plaisir de patauger dans la boue qui les ont conduites à ce changement. De même, il n'est pas douteux que les pattes des alouettes et des hirondelles vont se modifier dans le sens de leur évolution, et que ce qui était au début un tour de force deviendra, pour les enfants de ces conquérantes audacieuses, un acte normal et habituel. Enfin, pour me borner aux seuls animaux que je connais, je révélerai encore aux chasseurs et amis des bêtes que les braves lièvres, en grand émoi des braconniers de mon village, ont jugé bon, eux aussi, de modifier certaines habitudes séculaires. Jadis, comme tous leurs congénères à longues oreilles, lorsqu'ils étaient chassés, ils suivaient les sentiers et les chemins où leurs pattes laissaient moins de fret, et c'était là, précisément, qu'ils se faisaient oxyre. Quelques vétérans heureux, ayant échappé dans leur poursuite au plomb d'un chasseur maladroit, durent penser, sans doute, que les rencontres que l'on peut faire sur les routes sont plus dangereuses que la poursuite de mirochiens. Et maintenant, oreillards jeunes et vieux ne suivent ni tranchées ni sentiers. On ne saurait trop féliciter de cette initiative heureuse l'anonyme capucin qui enseigna la tactique à ses amis. S'il t'est permis de tirer une conclusion quelconque de ceci, ce serait que la nécessité, sans doute, oblige les bêtes, comme les hommes, à modifier lentement, pour l'adapter aux conditions modernes, leur genre de vie. En aucun cas, une attitude intransigeante n'est de mise. L'hirondelle avait sans doute juré, aux temps anciens, qu'elle ne foutrait jamais les pattes dans la boue. Et cependant, elle s'y résout. Les inventions et les découvertes modernes doivent influer sur les mœurs des bêtes. Et, pour elles comme pour nous, il est probable que les temps sont durs. Louis Pergaud, vendredi 8 mai 1914.